Vous m'excuserez si, au milieu de mon propos, je me mets à dérailler un petit peu. C'est qu'hier soir, je me suis fait plaisir. J'étais un petit peu amoché, pour ne pas dire complètement alcoolisé. Soit dit en passant, ça ne devait pas souvent être le cas de Simone Veil. L'austérité de sa philosophie, la rigueur de sa pensée, nous éclairent sur son goût qui ne devait pas être immodéré pour les soirées déguisées et alcoolisées. Et pourtant, malgré la rudesse du propos, malgré ce qui, dans un premier temps, peut nous rebuter, en quelque sorte nous effrayer, il y a quelque chose, me semble-t-il, à garder dans cette citation. Alors, pour une première lecture un peu hâtive, tout cela peut sembler très négatif. On pourrait croire que la philosophe nous exhorte à tout abandonner, et le plaisir, et l'ivresse. Rejoignez les ligues anti-alcool. Mais ça n'est pas son message, et ni elle, ni moi ne sommes là pour vous enjoindre à rentrer au monastère. Ça n'est pas le but, non. L'objectif est plutôt de penser le parallélisme très exact qu'elle trace entre, d'une part, l'ivresse, l'artificialité, et d'autre part, le plaisir. Alors, pourquoi l'ivresse dans nos vies? Pourquoi buvons-nous de l'alcool, par exemple? Vous me direz, c'est un peu facile comme question. Nous avons 20 ans, nous sommes étudiants, nous sommes dans des écoles, pourquoi buvons-nous? Mais, face à l'exigence de la citation, n'hésitons pas un seul instant à nous appuyer sur les béquilles des réponses commodes. Alors pourquoi je bois, moi, de l'alcool? Je ne vais pas vous faire toute ma psychanalyse, je crois que le délai imparti ne suffirait pas, mais comme vous et moi, nous buvons pour oublier, parce qu'il y a certaines choses que nous préférons mettre sous le tapis. Nous buvons pour nous désinhiber, parce que parfois on se sent un peu timide, un peu gêné. Nous buvons aussi pour ressentir, expérimenter, nous déplacer. Toutes ces raisons nous déménagent, en quelque sorte. Nous font sortir de ce qui est, au quotidien, notre réalité humaine. Elles rétrécissent l'expérience en mettant de côté, en obscurcissant certains aspects. C'est ça, l'ivresse. C'est la réduction momentanée du spectre de notre expérience. Alors, c'est un peu théorique. Je suis bien d'accord. Mais par-delà l'aspect étroit, rétrécissement de l'expérience humaine au quotidien, il y a aussi dans l'ivresse l'aspect cause unique. Pour le dire autrement, l'ivresse, c'est une affaire de monomaniaque. Quand au début, la bouteille de Jet 27 est pleine, et qu'à la fin, la bouteille de Jet 27 est vide, vous savez d'où vient l'ivresse. Il y a une cause unique. Ce que Simone Veil nous dit, c'est que le plaisir, c'est absolument identique. Le plaisir, c'est un mécanisme qui rétrécit l'expérience humaine, qui est dû à une cause unique et qui est éphémère. Tout plaisir, au bout de quelques instants, s'évanouit. Comme l'ivresse. L'ivresse du soir accouche le matin de la gueule de bois. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, je dois admettre que cela demeure un peu sombre. Sommes-nous, à 20 ans, condamnés à une existence où les seuls moyens de satisfaction seraient éloignés de la réalité? Autrement dit, vous et moi doit-on, pour rester accrochés à la réalité, embrasser la morosité? Non. Non, bien sûr que non. Parce qu'il y a, dans la jungle du vocabulaire où nous sommes obligés de nous trimballer chaque jour, bien des espèces différentes. Et le plaisir n'a pas le monopole de la satisfaction. Il y a aussi le bonheur. Il y a aussi la joie. Si jamais vous vous baladez dans la rue et que vous demandez aux gens, ils sont un peu effrayés, mais demandez-leur, « Monsieur, madame, voulez-vous le bonheur? Voulez-vous la joie ?» Bien sûr qu'ils vont répondre oui. Et c'est tout à fait normal. Dans nos existences où les choses sont parfois un peu tristes, nous voulons des moyens de réjouissance. Ce que Simone Veil nous dit, le problème envers lequel elle souhaite tirer notre attention, c'est le suivant. Il n'y a pas un régime unique. Il n'y a pas que le plaisir qui dure un instant et qui ne naît que d'une seule cause. Il y a aussi la joie. Qu'est-ce la joie? La joie, c'est la maman qui fait un câlin à son enfant. La joie, c'est la promenade, le matin, les cheveux dans le vent.
La joie, c'est se sentir, au quotidien, vivant. La joie explose littéralement les barrières que le plaisir pose. Le plaisir, comme l'ivresse, rétrécit, vous donne une illusion. La joie libère. La joie explose littéralement toutes les conventions posées. Alors, sachons, en musiciens virtuoses, jouer entre ces différentes gammes. N'hésitons pas, un seul instant, à composer en harmonie la partition de notre vie. Je vous remercie. Très beau discours. Vous avez mentionné que l'ivresse était souvent associée à l'alcool. Ne pensez-vous pas qu'il y a dans la vie d'autres ivresses? Si, bien sûr. On peut aussi être ivre de soi, par exemple. Vous voyez, l'ivre de soi, c'est le narcissique. C'est Narcisse qui se contemple dans la rivière où pourtant il n'y a aucune trace d'alcool. C'est Narcisse qui, dans son expérience où il se saoule en se contemplant, réduit là encore le spectre de sa réalité. Donc oui, bien sûr, il faut seulement savoir choisir son type d'ivresse. Je vous pose une question sur le début de votre discours. Peut-on trouver du plaisir dans l'artificialité? Oui, oui, car il me semble que le réel toujours nous rattrape. Donc, comme Baudelaire, par exemple, construit ses paradis artificiels. Baudelaire, lui, le fait avec l'opium et la plume. Nous autres ivres, le faisons davantage avec la pinte et la Poliakov. Mais oui, Baudelaire trouve dans le plaisir, dans l'artificialité, un plaisir certain. Seulement, à la fin, c'est le spleen qui revient. Donc oui, mais temporairement. Vous avez un discours qui est très terre à terre. Je voulais savoir qu'est-ce que ce paradis-là d'artificiel. Le paradis artificiel, c'est celui où les pieds restent à terre, de force, la gravité n'admettant pas d'exception, et celui où la tête se croit un tout petit peu plus éloignée de ses pieds qu'elle ne l'est. Le paradis artificiel, à mon sens, c'est celui où on se croit un instant dédouané de toute contingence, dédouané de toute réalité. Et c'est ça qui, proprement, est enivrant dans ce paradis. Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, bénissons ce jour. Ce jour où Vincent, étudiant lambda en 2e année d'école d'ingénieur, a accepté le défi de s'opposer à la définition du plaisir donnée par Simone Veil. C'est vrai, il aurait été plus facile de m'attaquer à la conception de la sobriété par Serge Gainsbourg, ou encore à la définition d'une journée bien remplie pour un couple de 80 ans. Alors, devant une telle citation provenant d'une telle femme, j'ai bien failli me décourager plus d'une fois. Aux nuits blanches se succédaient les jours sombres sans que rien dans ma tête ne s'éclaire. Et pour plus de difficultés, évidemment, une grande partie des philosophes et écrivains s'étant penchés sur la question portent exactement le même raisonnement que Simone. Même Aristote, en qui le programme de terminale m'a fait vouer contre mon gré une confiance aveugle, s'est permis de plagier cette femme exceptionnelle, en ayant une pensée tout à fait semblable. Alors, mesdames et messieurs, accrochez-vous bien à vos sièges, aux avant-bras solides ou cuisses potelées de vos collègues, car non, je vous l'assure, Simone Veil n'a pas raison. Le plaisir, c'est la sensation profonde. La chaleur que je ressens quand la femme que j'aime se penche pour m'embrasser. C'est la légère crispation de la mâchoire, cette salivation canine quand mon menu finit par arriver au restaurant. Ou bien ces frissons de joie en voyant Paris gagner un match en Ligue des Champions. Le plaisir, c'est un soulagement, une décontraction plaisante des muscles, je ne dirais pas lesquels,
en apprenant que l'on n'ira pas au partiel de maths, ou plutôt au rattrapage. Cependant, vous vous en doutez, le plaisir ne dure pas. Après 6 mois d'une relation stable et solide, la fille à qui j'avais donné mon cœur a décidé de le frotter contre un mur en crépi et de me le rendre en l'état. Vous comprenez que c'était fini entre nous. Votre menu au restaurant n'est pas infini non plus. Lui aussi, il implique une soirée triste et fade, rythmée par les bruits sourds d'un ventre à moitié plein. Et bien sûr, je vous laisse le plaisir de conclure sur le sort de Paris. Alors non, chère audience, chers spectateurs, ce n'est pas du plaisir que nous allons discuter. Ce qui nous intéresse ici, c'est sa recherche. Et s'il y a bien une chose que vous devez retenir ici, c'est ceci. À l'inverse du plaisir, qui est bref, succinct comme un coup de vent faisant claquer un rideau contre une fenêtre, la recherche, elle, est durable, longue. C'est un parcours vers le bonheur. La recherche du plaisir n'est rien d'une ivresse soudaine, même si la gueule de bois est interminable. Alors, chers contradicteurs, je vous vois arriver. Certes, la recherche du plaisir n'est pas succincte et momentanée, mais il en est de même pour celle du paradis ou de l'ivresse. Alors je vous pose cette question, pensez-vous vraiment que chacun d'entre nous vit pour découvrir une joie brève et momentanée? Pensez-vous que ce chemin fastidieux, qu'est la recherche du plaisir, se résume à la quête d'un paradis artificiel ou d'une ivresse, qui ne sont finalement qu'illusions de bonheur? Avez-vous vraiment songé à faire de votre vie la quête d'une satisfaction éphémère? Vivez-vous plus pour le moment où votre objectif final sera enfin achevé? Ou bien simplement pour voir cet imbécile qui vous double par la droite en scooter tomber devant la police 50 mètres plus loin? Oui, certains plaisirs sont en effet de courte durée, beaucoup même, mais vous savez, ce n'est pas pour ces plaisirs-là que l'on se bat. La recherche du plaisir n'est pas la recherche d'un instant, d'un bonheur immédiat. Ne vous contentez pas d'un paradis artificiel. Et que l'orateur pourra vous affirmer ce soir que toute la recherche du plaisir de sa vie se concentre sur un bisou d'une fille rencontrée il y a 2 jours? Ou sur le temps d'arrivée de votre commande KFC? La recherche du plaisir, c'est long, fastidieux, ça demande d'être patient, de cultiver durement son jardin, rouler des petites pelles, se prendre des gros râteaux. Rechercher le plaisir, ce n'est pas rechercher l'ivresse, car, croyez-en les élèves ingénieurs, l'ivresse, 1 heure suffit pour la trouver et en explorer les moindres aspects. Et je ne crois pas qu'on y prenne vraiment du plaisir quand elle est trop intense, vous me comprendrez. Et si vous n'étiez toujours pas convaincu, laissez-moi vous parler de vous. Non, je ne vous connais pas, et encore moins votre définition du plaisir, mais ce n'est pas important. Aujourd'hui, tout comme moi, vous cherchez le plaisir d'une vie comme vous l'imaginez. Pour certains, c'est de vous épanouir dans votre métier. Pour d'autres, c'est de pratiquer un loisir à temps plein. Pour la plupart, c'est d'opter pour le conseil stratégique et ses salaires aussi élevés que les nuits de sommeil sont courtes. Vous le savez bien, notre but ne se résume pas à une satisfaction passagère. C'est un plaisir durable que l'on recherche, un bonheur bien réel, un soleil plein. Merci. Merci pour votre discours. Je poserai la première question. Vous avez dit que le plaisir ne dure pas et que ce qui comptait, c'était sa recherche qui elle durait. Alors la question est la suivante, n'y a-t-il jamais des recherches courtes et des plaisirs qui durent? Oui, je dirais même que ça existe, mais je placerais plus ça sous l'égide de la chance et pas sous l'égide du travail. Je pense que des plaisirs de très longue durée, ce que j'appellerais le bonheur, la quête du bonheur au final, ça passe très souvent par du travail, de la recherche et une quête assez importante. Donc pour moi, c'est plutôt de la chance ou au moins un petit coup du destin quand même, pour que le plaisir soit aussi. J'ai une question un peu similaire, donc je reformule un peu.
Vous avez beaucoup parlé de la recherche du plaisir. Comment est-ce qu'on sait quand on l'a trouvé? Peut-être qu'on sait qu'on a trouvé le plaisir quand justement on se rend compte qu'il n'est pas de courte durée. À mon avis, quand on remarque qu'à force, le bonheur dure dans le temps et qu'on n'a pas juste une satisfaction très brève d'une commande livrée à temps ou d'un club qualifié en Ligue des Champions, on se rend compte qu'on est un peu plus chanceux que sur un plaisir momentané. Mais alors, quelle différence est-ce qu'il y a entre le plaisir momentané et le plaisir long-termiste? Parce que là, c'est la même chose. Bah justement, oui, je comprends. En fait, pour moi, c'est juste deux manières différentes de concevoir le plaisir et le bonheur. Pour moi, justement, quand au fur et à mesure que je travaillais tout ça, je me suis rendu compte que ce qu'on appelle le plaisir, en fait, ce qui est défini par Simone Veil en tant que plaisir, c'est un plaisir qui est forcément très momentané, et comme elle le dit, une ivresse, qui ne dure pas forcément. Et pour moi, on peut aussi très bien concevoir des plaisirs qui sont plus constants dans le temps. C'est pas du tout de notions qui ne peuvent pas être mises sous le mot plaisir. Okay. Estimés membres du jury, et cher public, je me demandais qui de vous ou de moi ce soir va jouir le plus. En ce qui me concerne, j'ai déjà les mains qui tremblent, le souffle court, le cœur qui bat à s'arracher de la poitrine, autant dire les prémices assez prometteuses d'une extase qui dure. Et pour me retrouver dans cet état, j'ai dû, je le confesse, replonger dans mon vice. Les mots qui transpercent le silence, la menace de vos soupirs et de vos assoupissements, voilà l'ivresse de l'éloquence qui me prend. Les mains qui tremblent, mon cœur qui bat de plus en plus vite, de plus en plus fort. Ça y est, je suis complètement libre. Cependant, ce soir, peut-être dans une tentative de me désinhiber et de me sevrer, on m'impose de défendre ce qui, à premier abord, peut sembler indéfendable. On me demande de nier ce qui, au premier regard, tient de l'évidence, cette vérité manifeste et indéniable. La vie est une ivresse continuelle. Le plaisir passe, le mal de tête reste. Alors, entendons-nous sur les notions. Nous parlons de l'ivresse comme d'une exaltation, de la perte de contrôle, de l'abandon au plaisir présent, ceux prisés par les gens d'esprit jouisseur, de joies éphémères et dont jamais ne demeure grande trace dans le cœur. L'ivresse, ami intime de l'euphorie, venin du pouvoir, maîtresse des passions. On parle ensuite d'un mal de tête. Il n'est pas là question d'un quelconque mal physiologique, mais plutôt d'une angoisse, d'une intranquillité, un mal de tête endémique à l'homme que certains appellent remords, que d'autres nomment regret. Un mal de tête ontologique, plus profond parfois, celui que les joies et les divertissements ne chassent que pour un temps seulement. En cet instant, tous nous nous enivrons. Moi de parler, vous peut-être, j'espère, de nous entendre. Mais quand ce sera fini, que restera-t-il? Que restera-t-il de tout cela? Rien. Rien, tout ceci est éphémère et nous le savons bien. La solitude nous retrouvera ce soir. Elle nous attendait au coin du feu, à la maison, et elle ne sera pas seule. Dans notre chambre, nous serons face à notre condition. Après l'effervescence ressurgit ce mal de tête, et le buffet, qui j'espère sera plein d'alcool fort, ne nous épargnera pas ce terrible mal de tête. Voilà donc la vie en 2 mots. Une ivresse continuelle. Soudainement, la condition humaine prend une tournure quelque peu dramatique. La vie n'est qu'un grand bar, et vous êtes tous des alcooliques. Enivrez-vous, disait Baudelaire, de vin, de poésie, de vertu, peu importe le contenant pourvu que le contenu nous enivre. C'est un peu triste, n'est-ce pas? L'homme est jeté dans l'existence comme un naufragé sur une île déserte. Les flots qui le malmènent et l'emportent ne le consultent pas. Et l'étroitesse de son séjour lui est imposée par les flots qui le cernent. Pourtant,
la conscience même de l'enfermement est traversée de toutes parts par un sentiment inaliénable de liberté. Le naufragé pourrait très bien se jeter dans la flotte pour tenter de fuir sa condition, quitte à en mourir, de la même manière que l'homme peut s'abandonner au plaisir pour fuir son mal de tête. Mais plutôt que de risquer de boire la tasse, ne pourrions-nous pas tremper les lèvres? Car si la vie est une ivresse, votre liberté, mes chers alcooliques, vous invite et vous pousse, vous exulte tous à devenir œnologues. Car pourrions-nous accepter que la vie ne soit qu'une succession d'expériences regrettables et de plaisirs épicuriens dont rien ne subsiste? Non, ce n'est pas convenable. Où seraient alors les moments de clarté et de réalisation de soi? Où seraient ces moments qui enrichissent nos êtres et alimentent nos esprits? Soyez œnologue, je vous en prie. L'amateur de vin s'enivre des senteurs boisées et des rémanences fruitées. Il n'a cure de l'éthanol. Chaque verre est une nouvelle expérience qui le fait grandir. Son nez retient les senteurs et les nouveaux équilibres. Ses papilles remarqueront mieux la prochaine fois la touche de fruits noirs et la senteur de vanille. Ne buvez pas votre verre pour le poison qu'il contient, ou en attendant simplement le prochain. Appréciez les choses pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles vous portent, non pas comme un échappatoire, mais comme un pas en avant. Mes chers alcooliques, soyez œnologues, et jouissez du parfum de la rose portée par le vent. Admirez le pourpre du ciel qui fend les étoiles. Jouissez sous le drap jauni du soleil de sentir un être aimé. Célébrez les mots, et l'amour, et l'été. Laissez-vous envahir par les rêveries d'un promeneur solitaire et embrassez les bonheurs qui n'ont d'autre coup que les plaisirs de les vivre et un souvenir heureux qui dans le cœur jamais ne meurt. Merci. Moi, je réagirais à une phrase à caractère proverbial que vous avez donnée. Pourquoi l'ivresse serait-elle le venin du pouvoir? Vous savez, il y a cette expression, c'est celle qui m'a inspiré ce commentaire-là, c'était l'ivresse du pouvoir. Lorsque l'on perd ses limites, lorsque l'on perd ses repères, on peut faire tout ce qu'on veut, on a le pouvoir. Et donc, cette espèce de venin du pouvoir, c'est un peu sa conséquence. Lorsque on saisit le pouvoir qu'on tient le monde dans ses mains, qu'est-ce qui nous empêche de faire n'importe quoi? De la même manière qu'après quelques vodkas, on peut faire à peu près tout ce que l'on pense réalisable. Je peux soit le formuler comme une question, soit comme une début de phrase, donc à toi de choisir. Si tout ceci est éphémère, je peux soit continuer ma phrase ou je peux la poser comme une question. Si tout ceci est éphémère, j'avais pensé inviter dans le texte à se jeter par le gouffre qui se trouve là-bas si tout était effectivement éphémère. Je pense cependant que tout ne l'est pas, justement. Je pense qu'on peut trouver des rémanences, on peut trouver de la subsistance à nos plaisirs, à nos bonheurs. Ils peuvent nous suivre, nous accompagner, un souvenir heureux, une embrassade d'une mère, un câlin avec un être aimé. Tout n'est pas éphémère, heureusement, sinon ce serait compliqué. Merci. La vie commence par un cri. Celui par lequel, pour la première fois, vous goûtez à l'air tiède et moite d'une chambre d'hôpital. Ce hurlement de douleur et les larmes qui l'accompagnent ne durent qu'un instant. Rapidement, le nourrisson que vous êtes retrouve le calme et il s'endort. La vie semble aussi simple que cela pendant l'enfance. Une quiétude quelquefois entrecoupée par des ouin-ouin temporaires. Et puis, un beau jour, vous goûtez à l'alcool, à l'amour, à d'autres plaisirs encore, qui mettent fin à votre vie d'enfant, et le schéma se renverse. Votre vie est dès lors caractérisée par un état d'ivresse permanente, un système dont vous êtes prisonnier, dans lequel vous bataillez contre un mal pernicieux qui vous hante, et que vous camouflez tant bien que mal par des plaisirs éphémères et dérisoires, en sachant, au fond, que vous retournerez inexorablement à la douleur. C'est en cela que ce proverbe persan voit juste. Il nous éclaire sur notre misérable condition. Cependant, rassurez-vous, je ne tarderai pas à vous révéler la solution miracle qui, selon moi, s'impose. Je regrette le temps béni de l'enfance, ce temps où le plaisir est la norme et la douleur l'exception. Jouer à Mario Party en cachant sa déesse sous sa couette, dévaler des pentes à vélo, se goinfrer de sucreries, tant d'instants de plaisir simples qui n'étaient que rarement troublés par des douleurs dérisoires, par exemple l'infâme alibi qu'on nous servait quelquefois le vendredi à la cantine,
Oui, tout était plus simple. Oui, à l'époque, je n'avais aucun problème. L'enfance était pour moi une ivresse sans gueule de bois, une excitation euphorique, dépourvue de toute douleur. Mais cette ivresse n'a duré qu'un temps. Un beau jour, j'ai bu. Et chers amis, qu'est-ce que c'était agréable! Quelle euphorie, quelle extase, quelle sensation! La clé du bonheur me l'avait-on cachée pendant si longtemps? Quelques gouttes d'alcool, et me voilà transporté dans la condition la plus enviable qui soit, celle de l'imbécile heureux, où plus rien n'est important que de vivre l'instant présent. Seulement voilà, quand vous vous réveillez le lendemain, la situation n'est plus tout à fait la même. Les stimuli naguère agréables vous laissent de marbre, votre gueule est de bois, et vous ne pouvez que prendre votre mal de tête en patience. Alors, vous pourriez me rétorquer que dans cette situation, mon mal de tête va venir par passer. Celui qui est lié à mon intoxication éthylique cesse son trac, je n'en disconviens pas. Mais que dire de celui qui est laissé en moi par le vide de cette euphorie qui était là et que j'ai perdue? J'étais à l'extase et je devrais me contenter de simplement ne plus avoir mal à la tête? Assurément non! Non! Voici ce que je vais faire. Je vais courir à bout de souffle vers cette ivresse comme vers un paradis perdu et je vais m'enfermer dans un système dont je ne pourrai plus sortir, celui d'une ivresse continuelle où le plaisir passe, mais le mal de tête revient sans cesse. Il en va de même par ailleurs pour la première gueule de bois amoureuse, le premier chagrin d'amour, puisque ce système d'ivresse, il touche à tous les aspects de notre vie. Et pris dans le tourbillon de la vie, nous sombrons dans ce cercle vicieux, cachés à un mal persistant, sous les plaisirs éphémères qui, au fond, ne trompent personne, et même pas vous. Écoutons à ce sujet les enseignements d'un grand coach en joie de vivre, Schopenhauer. La vie oscille comme un pendule de la souffrance à l'ennui. Ben voilà, ça a le mérite d'être clair. Nous souffrons, nous tentons d'oublier, nous souffrons davantage encore, l'ennui nous pousse à chercher des plaisirs dérisoires, mais nous souffrons toujours. Pire, nous nous satisfaisons de cette situation, puisqu'en dépit de la douleur qu'elle implique, l'ivresse est pendant un court instant agréable. Cependant, il ne vous aura pas échappé qu'à trop s'enivrer, on meurt. Et c'est précisément là que repose la solution. Pourquoi chercher l'ivresse? N'est-ce pas par ma propre faute si je me suis enfermé dans cette situation? Voici donc ma proposition révolutionnaire. Buvons de l'eau! Oui, buvons de l'eau. Buvons de l'eau pour nous extirper de ce cercle vicieux. Buvons de l'eau pour atténuer les effets de cette incessante gueule de bois. Buvons de l'eau pour cesser de boire notre insatisfaction et apprenons à nous contenter d'une vie simple. Boire de l'eau, ce n'est pas simplement arrêter l'alcool. C'est cesser de courir après tous les plaisirs fugaces qui alimentent le système d'ivresse pour se concentrer sur l'essentiel. Et c'est seulement comme cela, au fond, que nous pourrons nous libérer de cette ivresse continuelle, comme le Candide de Voltaire, qui voyage à travers le monde et aussi entre plaisirs fugaces et malheurs toujours plus terrifiants, mais s'affranchit enfin de cette ivresse par cette sentence d'une simplicité libératrice. Il faut cultiver notre jardin. Mon cher contradicteur, vous demandiez que restera-t-il de tout cela? De mon discours, j'aimerais qu'il reste ceci. La prochaine fois que vous vous saoulerez, ce que je ne vais peut-être pas tarder à aller faire moi-même, songez à ceci. Certes, chimiquement, l'alcool est une solution. Oui, je sais que ça peut avoir de surprenant dans un commercial. Mais c'est aussi un dépresseur. Alors, buvez de l'eau. Si l'ivresse ne dure qu'un temps. Très bien. Justement, le sens de mon appel à boire de l'eau, c'est de sortir de cette recherche permanente de plaisirs fugaces qui sont éphémères. Et effectivement, s'ils ne durent qu'un temps, le à quoi bon, à mon sens, n'a pas de réponse. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'enfermer dans ce système, à mon sens, et chercher les plaisirs qui restent, et donc pas l'ivresse continuelle de la vie, justement. Et donc,
davantage de sobriété. Vous disiez que vous n'alliez pas tarder à vous saouler. Pourquoi ne vous écoutez pas et ne buvez pas de l'eau? Mon appel à boire de l'eau ne concerne pas seulement l'alcool, et surtout, je pense que tout mon avis est affaire de modération. Et donc, effectivement, pensez à boire de l'eau, un verre d'alcool, un verre d'eau. Ça atténuera les effets de la gueule de bois par ailleurs. Mais donc voilà, je vous enjoins à faire comme moi et à boire avec une grande modération. Vous nous avez dit que l'ivresse touchait à certains aspects de nos vies, comme l'amour. Quels autres aspects est-ce qu'elle peut toucher, cette ivresse? Effectivement, justement, je voulais insister sur, d'ailleurs j'ai vu que c'était une question que j'avais posée précédemment. L'amour est donc un de ces aspects-là, mais il y en a d'autres, il y en a bien d'autres. On nous parlait précédemment de l'ivresse de pouvoir. C'est quelque chose qui est très présent et qui mène au même problème, c'est-à-dire une recherche qui finalement n'est jamais satisfaite, puisqu'on peut toujours en avoir plus. Il y en va de même pour l'ivresse de richesse. Plus on en a, plus on en veut. Il y a des gens qui ont fait des citations un peu plus intéressantes là-dessus, mais je ne les ai pas en tête actuellement. Et donc, quoi qu'il en soit, quelles que soient toutes ces formes d'ivresse, qu'on soit sur l'ébriété alcoolique, qu'on soit sur l'amour, qu'on soit sur la recherche de pouvoir, la recherche de richesse, toutes ces ivresses mènent à ce schéma dont nous sommes prisonniers, où nous oscillons entre un plaisir qui passe et un mal tel qui reste. Et je pense que toutes ces ivresses doivent être refusées. Mesdames et messieurs, chers jurys, il existe dans ce monde deux catégories de personnes. Ceux qui s'éclatent le front avec des éco-cups recyclables en soirée, et les autres. Pour des raisons d'anonymat, je vous laisserai le soin de déterminer à quelle catégorie j'appartiens. Mais pour l'instant, nous utiliserons un ami que nous avons tous en commun, que l'on nommera JB. JB a de banal ce que l'exceptionnel convoite à la folie. JB a l'aventure qui brûle au fond de ses yeux avec un petit air de Florent Pagny quand il avait des cheveux. JB adore le voyage et visiter les merveilles du monde. Il en a même fait un tatouage en bas de son dos avec écrit Fast Life. Mais aujourd'hui, la flamme au fond des yeux de JB a disparu. JB est célibataire, il vient de se faire quitter. Alors, pour soulager et noyer sa peine, il décide d'éclater tous les gobelets de la soirée. Alors comme le dit Proust, la douleur est un aussi puissant modificateur de la réalité qu'elle est vraie. JB pense qu'avec la douleur, il modifiera sa réalité, ce qui lui permettra d'oublier sa bien-aimée. Mais malheureusement, la douleur est pour lui un exutoire, comme une vieille amie à qui on vient se confier. Cependant, il ne lui demande pas de réponse, seulement qu'elle veuille bien l'écouter. Vous le savez peut-être, mais lorsque Proust écrivait La recherche du temps perdu, il était malade, il souffrait. Et je pense quant à moi que la douleur est certes un puissant modificateur de la réalité, mais pas à la hauteur de l'ivresse. Et pour parler très franchement, je ne pense pas qu'à cause de son état, Proust soit mis suffisamment de mine dans sa vie pour mesurer l'étendue d'un tel propos. Et pour ceux qui ne boiraient pas d'alcool, je vous invite à vous référer à notre culture cinématographique en revoyant les classiques, notamment la scène de la liqueur d'échalote dans Les bronzés fonds du ski. La scène parle d'elle-même. Cependant, il serait trop facile de réduire la pensée d'un tel auteur à une vision si scientifique. Si l'ivresse ne se mesure jamais qu'avec un éthylotest, alors toute notion d'élévation et de transcendance
assurément nous échappe. Car oui, l'ivresse, c'est aussi une émotion. L'ivresse d'un premier amour, l'ivresse d'un premier discours, l'ivresse d'un premier baiser, allongé à deux sur l'oreiller, l'ivresse d'une douce après-midi de printemps, où les oiseaux attendent le soleil en chantant, l'ivresse d'une soirée entre amis allongée sur le sable à minuit. Tous ces moments sont autant d'instants où l'on est ivre de vie et où notre réalité est pour le moins altérée. Enfin bon, c'est bien beau, mais vous me direz, notre shifter pro a toujours envie de se pendre. Il est toujours célibataire, il est pour ainsi dire dans une impasse sentimentale, une impasse qu'il ne faudrait pas qu'il percute de plein fouet à moto, comme Pierre P, ceux qui ont la référence. Bon, faut pas rigoler. Mais JB a trouvé sa solution. Et comme auparavant avant lui, Apollinaire a écrit Alcool, un recueil de poèmes dans lequel il soignait ses blessures amoureuses, alors JB en fera de même. Il écrira un petit carnet de récits dans lequel il contera toutes ses aventures à moto. Il fera même son deuil de sa relation toxique avec les éco-cups. Et dans la toute dernière phrase de son livre Du côté de chez Swann, Proust écrit « Le souvenir d'une certaine image n'est que le regret d'un certain instant. Et les maisons, les routes, les avenues, hélas, sont fugitives comme le temps. » Autrement dit, ce dont on se souvient, ce sont nos regrets, et non pas ce qui fut réellement. Et je pense que tout ce qui nous unit ici, dans cette salle, ce qui nous permet d'affronter la réalité pour la modifier et mieux la supporter, c'est l'ivresse des souvenirs. Et depuis ce jour, ce que JB écrit dans ce livre, ce qui le réconforte et lui permettra de continuer de rêver, cher public, c'est l'ivresse de la liberté. Je vous remercie. Merci pour votre discours. La question est la suivante. Si on est d'accord avec Proust, pourquoi, selon vous, ne se souvient-on que des regrets? Déjà, je pense que le mot regret n'est pas forcément pessimiste. On peut avoir le regret, comme j'essaie de le dire, le regret d'un bon souvenir, le regret d'une matinée, le regret d'un bon moment passé avec des amis. Ce n'est pas forcément quelque chose de péjoratif. Et je ne voudrais pas faire de la psychanalyse de bas étage, donc je m'en abstiendrai, mais je pense que tout de même, ce qui nous marque vraiment dans la vie, ce sont bien ça, ce sont les souvenirs et les moments vécus avec des personnes, que l'on les aime ou non. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez me donner un de vos regrets qui diffère de ce qui était réellement? Un regret quelconque? Quelconque, comme un de vos regrets. En fait, je ne sais pas à quel point vous attendez que je le livre. Il se trouve que j'ai fait beaucoup de... On s'en fiche. J'ai fait beaucoup de handball dans ma vie. Et malheureusement, on n'a pas pu se qualifier pour le championnat de France à cause de... Je vais rester pour toi à cause d'un but. Et à ce moment-là, on pensait tous que c'était la faute de l'arbitre, que c'était injuste, mais à y voir de plus près, on était juste moins bons, je pense. Ouais. Vous
tu avais vécu des émotions comme le moment de ivresse. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'ils sont plus éphémères du coup? Est-ce qu'il y a un après ou une vie? Assez simplement, je dirais que oui. Je n'ai pas de réponse si originale que ça à vous apporter. Quand on est éméché, ça ne dure pas toute la vie. Donc je dirais que oui, le sentiment d'ivresse disparaît avec le temps. Votre douleur est la rupture de la coquille qui enferme votre compréhension. Par ces mots très savants, cher jury, cher public, Khalil Gibran nous rappelle quelque chose que l'on sait déjà tous. Quand on est bourré, quand on se cogne le petit orteil le matin en se réveillant, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en pilote automatique. On ne réfléchit plus, on ne sait plus ce que l'on fait. On fait n'importe quoi. La preuve en est, quand vous êtes bourré, que vous tentez de chanter une chanson, que se passe-t-il? Réponse A, vous faites votre meilleure performance. Réponse B, vous foirez totalement. Réponse C, vous foirez totalement. Et c'est mémorable pour tout le monde. Vous connaissez déjà cette réponse, car j'espère que vous avez tous passé le code de la route. Code de la route qui indique qu'il ne faut pas boire. Lorsque l'on est mal, lorsque l'on souffre, que l'on soit ivre de joie, ivre de douleur, ivre de tristesse, ne nous laissons pas le volant. Proust est certainement le précurseur, l'inventeur, le fondateur du code de la route. Code de la route qui indique conduire sous l'emprise de tête ou l'emprise d'alcool est un fait aggravant. En effet, étant un juriste, ce fait aggravant peut être puni, la jurisprudence le prouve à maintes reprises, par une plus forte sanction si vous êtes sous l'emprise d'émotions fortes, de souvenirs accablants, d'une douleur insupportable. Et cette douleur insupportable, c'est celle que je n'ai pas ressentie en prenant ma voiture aujourd'hui. C'est celle que j'ai ressentie en prenant un RER, un métro, un bus, un RER, je ne sais plus combien de transports et je ne sais plus combien de retards, mais j'ai fini par arriver dans la souffrance jusqu'ici. Mais cette souffrance m'a fait comprendre quelque chose, cette souffrance m'a fait réfléchir, cette souffrance que vous ressentez tous et toutes si vous êtes là, cette souffrance m'a fait me rendre compte que la pire chose dans la vie, c'est de souffrir. Car en souffrant, j'ai encore galéré à trouver l'entrée d'un bâtiment qui était simplement indiqué sur Google Maps, simplement indiqué avec le mot Gustave Eiffel. J'avais perdu la raison, ma vie, mon regard, mes sens étaient perturbés. Je ne comprenais plus la réalité. Réalité, un mot si simple et pourtant qui me paraissait si irréel à cet instant, quand je marchais avec mes magnifiques chaussures sous la pluie battante, après 2 heures de transport, alors que Paris-Saclay, je croyais que c'était à la porte de Paris. Encore une arnaque, encore une souffrance, encore une raison de plus de ne plus rien comprendre à la vie. Notre perception est un vague souvenir lorsque l'on n'a que du vague à l'âme. Cher jury, cher public, je vais éviter de faire des vagues, mais est-ce que vous aimez la douleur? Est-ce que vous aimez souffrir? Est-ce que vous aimez des coups de fouet, des coups dans le nez? Car oui, au fond, c'est la même chose, des coups de fouet, des coups dans le nez. On en devient addict, tellement addict que l'on finit par aller chez notre psychologue, chez notre médecin, pour lui dire « Écoutez, je n'en peux plus. Tous les matins, quand je me réveille, je prends ce petit verre. Tous les matins, quand je me réveille, je me prends cette petite claque. Tous les matins, quand je me réveille, j'aime bien rire en écoutant France Inter. Tous les matins, quand je me réveille, je suis accro, je n'en peux plus. Tous les matins, je subis cette routine. J'ai la même routine tous les matins. Et tous les matins, j'arrive en retard en cours. Car oui, tous les matins, je souffre. Tous les matins, je suis ivre de douleur.
Oui, je suis accro à la drogue. Je suis accro à la souffrance. Je suis accro à l'ivresse. Et je suis aussi accro à ce pupitre qui me tient comme je tiens à la souffrance. Plein de gens sont tristes, nous a dit mon cher contradicteur. Plein de gens sont bourrés. Plein de gens ne comprennent rien à la vie. Plein de gens souffrent. Plein de gens perdent des matchs de handball. Et c'est là le problème. Mon cher contradicteur, vous aviez perdu tout sens de la réalité en arrivant devant ce pupitre, car vous n'aviez pas compris que vous aviez déjà pas compris le sens de la réalité, comme le sens de cette phrase. Oui, se tordre de douleur, souffrir de martyr, avoir un mal de chien, ça vous donne de la douleur, ça vous fait perdre les couleurs, ça vous fait perdre le sens des heures, et ça vous fait faire plein de rimes en heures. La douleur physique, celle qu'on ressent quand on perd un membre de notre famille, un membre entier, ou plusieurs. Enfin, quand on perd des membres, on souffre. Effectivement, si j'avais un bras en moins, c'est purement logique. Je n'ai pas fait d'école de médecine, mais je pense que si vous perdez un ongle, vous le cassez, je sais pas, en écrivant, en n'ayant pas de chance dans votre journée, en allant à Paris-Saclay, si vous perdez un membre, vous souffrez, vous ne comprenez plus rien. Et vous hurlez de douleur, vous faites n'importe quoi. Tout comme quand vous êtes bourré. Comme mon premier exemple. Quand vous êtes bourré, vous faites n'importe quoi. Vous criez, vous chantez, vous prenez des murs, vous rentrez, vous avez des ailes à fleurs. Et bien quand vous souffrez, vous tapez dans le mur, quand vous êtes bourré, vous cassez ce mur. Voilà la seule différence qu'il existe entre souffrir et être bourré. C'est que ce mur, vous le cassez quand vous êtes bourré, car vous ne ressentez plus la douleur. Alors que quand vous souffrez, quand vous êtes dans ce pupitre avec cette lumière dans les yeux, quand vous êtes sur le point de pleurer, vous n'en pouvez plus. Et vous êtes là, vous demandez ce que vous faites là. Et vous demandez si cette phrase va se terminer un jour, si ce discours va se terminer un jour, si 5 minutes sont réglées ou pas, car vous n'avez pas pris le chrono. Vous demandez toutes ces questions, certes utiles, mais utiles. Passons maintenant à la douleur mentale. Numéro 2, bienvenue dans cette conférence. Aujourd'hui, nous allons apprendre qu'est-ce que vous fait subir la douleur mentale. Quand vous souffrez, vous attaquez vous-même. Figurez-vous, vous êtes déprimé, vous souffrez, vous avez perdu non pas un match d'handball, mais 3 matchs de foot. Ça compte vraiment le foot, hein. Tout le monde suit dans le bal. Je sais pas, quelqu'un suit dans le bal, à part une personne dans le bal. 2 personnes. Bon, voilà, je pense que les conclusions sont claires. Certaines personnes font du mal du petit ballon. La douleur mentale est une souffrance extrême qui nous pousse dans les extrêmes. Et si malheureusement il y a des personnes d'extrême ou d'extrême droite aujourd'hui, c'est car il y a des personnes qui souffrent, des personnes qui ont perdu la raison, des personnes qui ne comprennent plus le sens des mots, le sens de la réalité, le sens de la citoyenneté et surtout le sens du mot laïcité. Eh bien, je leur redonnerai une tasse de thé pour qu'ils ne souffrent plus et qu'ils comprennent que la douleur mentale n'est pas inévitable. Il n'est pas inévitable de perdre le contrôle de la réalité, le contrôle de nos faits, le contrôle de nos gestes. Il n'est pas inévitable, cher Éric Zemmour, de finir inculpé pour faits graves de discrimination qui finiront, j'espère, un jour par une arrestation de votre douleur. La douleur, que vous l'aimiez ou que vous la détestez, vous ressentez tous la même chose. Surtout quand on laisse un grand blanc. Mais cette douleur, c'est le moment où vous dites « Je souffre tellement d'avoir faim, je souffre tellement d'attendre, je souffre tellement d'attendre cette petite bière, cette autre douleur qui satisfera ma douleur précédente, qui elle comblera ma douleur précédente, et qui elle me permettra d'oublier la douleur précédente. » Oui, cette douleur du blanc, cette douleur de l'attente, cette douleur de l'attente de la fin de mon discours. Vous vous dites tous dans vos têtes, je ne suis pas venu ici pour souffrir, je ne suis pas venu pour perdre la raison, je suis venu pour être moi-même.
Alors, pour ne pas souffrir, pour ne pas perdre la raison, arrêtons de nous prendre la tête. Arrêtons de souffrir pour encore souffrir. Arrêtons d'être Thanos. Arrêtons de nous dire « j'ai le contrôle ultime de la réalité ». Disons oui à une réalité réelle, une réalité où les mots ont un sens. Arrêtons de souffrir. Merci beaucoup pour votre discours. Vous êtes décidément un être humain sans aucune notion du temps. Vous avez eu le temps de réaliser 2 discours. Ma question est la suivante. Vous avez dit, quand on est ivre de tristesse, ne nous laissons pas le volant. Mais alors, que fait-on? Tout simplement, on passe le volant à notre voisin de droite, où on attend que notre douleur passe. Comme ça, on n'a pas de problème, pas d'accident sur la route et on est quelqu'un de responsable. J'ai une question un peu curieuse, donc vous n'êtes pas obligé de répondre. Et quand vous êtes allé parler à votre psy et votre médecin de votre addiction, en fait vous êtes addict à la douleur, comment est-ce qu'ils vous ont conseillé? Ah, ce qu'il m'a conseillé, c'est d'être d'abord célibataire, de changer de copine, et ensuite, il m'a surtout conseillé de prendre du repos, de me calmer, de me recentrer sur moi, sur mes émotions, sur mon chakra interne. Et d'ouvrir justement mon chakra interne vers des énergies positives, des énergies joyeuses, attirantes, telles que Paris-Saclay. Car au fond, Paris-Saclay, quand on y est, on ne souffre plus, on est content. Vous avez dit que la douleur était inévitable, mais est-ce que par opposition, la souffrance, c'est un choix? On a toujours le choix de choisir, sauf le choix de ne pas choisir, disait quelqu'un qui a perdu le contrôle de sa réalité. Donc, oui, c'est un choix, la souffrance. Un choix, la souffrance que vous pouvez faire. Car si vous aimez la souffrance, ça peut vous rendre heureux. Et on ne le dit que trop peu souvent. Si vous êtes d'accord pour la souffrance, souffrez. Et personne ne vous jugera.